effectivement, la problématique des sites e-commerce aujourd'hui repose sur essentiellement la rentabilité. Si on veut voir le vrai problème des sites e-commerce aujourd'hui en France, c'est vraiment la rentabilité. Quelques pourcents des sites sont rentables et clairement, l'optimisation de la performance commerciale des sites est le principal levier aujourd'hui qui permet d'intervenir sur ce sujet. Dans ce principal gisement de croissance, finalement, le principal levier d'action reste la connaissance client, la capacité à détecter des attentes en temps réel, bien évidemment, et la capacité à interagir en temps réel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les techniques traditionnelles, pour plusieurs raisons, montrent un peu des limites, les principales étant certainement les limites de coût. Une récente étude de Berkeley University montrait que le volume de données à traiter par une entreprise doublait tous les 18 mois, et dans le même laps de temps, sa capacité à les traiter augmentait de 3%. Ça veut dire qu'on va directement vers un collapsus. Les e-marchands n'ont pas les moyens de doubler les infrastructures, les équipes, les mètres carrés, les moyens consacrés à la connaissance client tous les 18 mois. Et clairement, là-dessus, la solution n'est pas au gigantisme des technologies du passé. Ça veut dire que tout ce buzzword de big data, c'est quelque chose qui est déjà obsolète, déjà dépassé. Enfin, il y a quand même certains e-commerçants qui ont réussi grâce à ça. Enfin, le plus connu est Amazon, mais il y en a d'autres. Effectivement, à quel prix aujourd'hui, à quel prix, à quel coût de stockage, enfin de captation, de stockage de la donnée, de traitement de la donnée, d'analyse de la donnée, de modélisation des scénarios correspondant aux segmentations, premièrement. Ce coût, visiblement, va doubler tous les 18 mois. Donc, est-ce que cette position est tenable longtemps? Nous, on pense que non. Et puis, il y a d'autres limites également. L'instantanéité, finalement, travailler sur de la donnée stockée, c'est travailler sur les comportements que les gens ont eus dans le passé et en tirer des conclusions pour ce qu'on va en faire pour ce qu'ils vont faire dans le futur, finalement. Mais la fugacité des comportements est telle sur Internet. On parlait ce matin d'un temps de chargement de page qui pouvait augmenter considérablement le taux de rebond. Quand la concurrence est à un clic et non plus à 5 km, finalement l'instantanéité de la connaissance, d'une connaissance pertinente, devient le critère opérationnel le plus important. Et puis, dernier point, des techniques limites, des limites techniques du marketing prédictif, c'est son incapacité aujourd'hui à travailler en one-to-one. Quand vous avez 1 million de visiteurs, vous ne pouvez pas modéliser 1 million de scénarios, surtout que c'est 1 million de scénarios, il faut les maintenir, les faire évoluer tous les jours, et vous ne pouvez pas avoir 1 million de marketeurs derrière chacun de vos visiteurs pour maintenir ces éléments-là. Donc effectivement, la solution, c'est de trouver de nouvelles technologies qui permettent de réduire les coûts. Le big data est une opportunité fantastique à condition de ne pas essayer de tout stocker, de tout analyser, de tout traiter. Réduire les coûts, premièrement. Deuxièmement, se réemparer de la capacité qu'a le vendeur en magasin, d'ailleurs, de comprendre, d'intervenir, voire même de faire évoluer son intervention en temps réel. Et évidemment être capable d'intervenir en mode one-to-one de plus en plus, et ça dans la même journée sur 2 registres différents, parce que la femme de notaire qui le matin se bagarre pour des petites cuillères en argent sur eBay à 3,50 € la cuillère, l'après-midi va sur un site acheter un pull en cachemire à 800 €. Et c'est la même consommatrice. Alors, si les technologies prédictives ne servent pas à cibler ces comportements qu'on pourrait presque qualifier un petit peu de schizophrènes, on fait comment, clairement, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi, il y a des gens qui sont très honorables dans l'univers du web, et il y en a un qui l'est par-dessus tous, certainement, c'est Chris Anderson de Wired. Je vous cite, excusez-moi, j'ai pris le petit papier parce que je vous la cite en français, mais la citation fait quelques lignes. Donc, Chris Anderson prédit dans un récent article la fin du développement conceptuel déductif fondé sur des hypothèses vérifiées par des preuves empiriques. Et il dit que désormais la connaissance, alors il le limite pas au web d'ailleurs, pour lui c'est l'acquisition de connaissances en général, sera produite de façon inductive à partir des corrélations aléatoires extraites des grandes masses de données. Donc il oppose finalement 2 systèmes de pensée, 2 systèmes logiques, le déductif et l'inductif. Le déductif, c'est celui qu'on connaît tous, c'est le data mining classique, c'est le marketing prédictif classique, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des bases statistiques, je crée des règles générales valables pour des groupes d'individus que j'applique à des cas particuliers. Encore une fois, ça me paraît difficile
d'aller au-delà de 100, 200 segments. Donc traiter 1 million de consommateurs comme 200 consommateurs, c'est obligatoirement réductionniste. Et l'inductif, c'est le contraire. L'inductif, c'est la façon dont se comporte le vendeur en magasin, finalement, qui, au regard de situations qu'il a déjà vécues récemment, il n'a pas de modèle statistique en tête, un vendeur en magasin. Il a ce qu'il a vécu le matin, la veille, la semaine dernière, et pas beaucoup au-delà. Finalement, lui, va générer, à partir de ces cas particuliers, va les appliquer en général. Donc l'inverse du déductif qui, lui, crée des règles générales pour les appliquer en particulier. Visiblement, ces logiques inductives ont un grand avenir devant elles, et elles ont des avantages incomparables. Elles ont les avantages du non-stockage de données, puisqu'elles travaillent sur des flux de données, donc on ne capte plus pour stocker des données, pour les normaliser, pour les analyser, etc. On gère juste des flux de données sur lesquels les processeurs inductifs, finalement, viennent corréler des données pour arriver à leur donner du sens. Et un sens qui est immédiatement exploitable, alors qui peut l'être dans diverses situations, mais qui peut être diversement exploitable. Par exemple, pour faire de la recommandation produit, c'est effectivement la recommandation produit personnalisée en one-to-one, c'est effectivement le projet sur lequel nous travaillons depuis 18 mois maintenant, après avoir acquis cette technologie de processeur d'analyse situationnelle inductive. Nous sortons la version 1 de notre logiciel en mars et nous sommes en cours de bêta-test chez 5 e-commerçants aujourd'hui avec des résultats relativement intéressants. Si je comprends bien, donc c'est en gros la technologie inductive, c'est la force de l'intuition au service de la recommandation. Alors le fondateur de l'analyse situationnelle inductive, Jean-Pierre Mal, qui est devenu notre directeur scientifique, est dans la salle. Il vous reprendrait en vous disant que l'intuition, ce n'est pas l'induction. Alors je ne vous conseille pas d'entamer le débat avec lui parce que vous y serez encore ce soir et on ne tiendra pas les 10 minutes. Non, l'induction n'est pas l'intuition. L'induction, finalement, c'est la façon dont vous pensez à 90% de votre temps tous les jours. Vous n'avez pas de modèle statistique quand vous conduisez une voiture et que quelqu'un descend brutalement du trottoir. Vous n'avez pas de modèle statistique qui vous permet de scanner et de dire attention dans cette situation-là, voilà, autrement vous auriez une intelligence artificielle à la place du cerveau. Non, votre cerveau c'est un moteur de psychologie artificielle. Et vous avez vécu des situations, soit réelles, soit parce que vous les avez vues à la télé, dans des films, etc. Et ces situations vont émettre des signaux qui vont vous indiquer qu'il y a une probabilité qu'il se passe un accident, etc. Et c'est votre logique inductive qui prend le relais et qui immédiatement va vous faire réagir. Donc, finalement, l'induction, c'est quoi? C'est à partir de signaux faibles qu'on peut traquer sur le web. Je pense que beaucoup d'entre vous ont présenté en réunion des projets importants. Ça m'est arrivé quelquefois. On sent très vite, quand on arrive dans une salle en présentation, autour d'une table avec 5 interlocuteurs, on sent très vite à quelques signaux faibles qui va être porteur, qui va être un allié, de qui il va falloir se méfier. Vous savez, celui qui peut rien pour vous, mais qui peut vous détruire, et celui qui, au contraire, sera contre le projet. Et vous allez le voir à quelques signaux faibles. Le vendeur en magasin, et c'est ce que fait notre application, a cette logique d'observation de signaux faibles. Il vous voit rentrer dans le magasin, il regarde d'abord quelle heure il est. Est-ce que, magasin d'électronique grand public, par exemple, est-ce que vous êtes seul ou accompagné de votre femme? Je peux vous garantir que la taille des enceintes de votre chaîne Hi-Fi sera différente si vous êtes accompagné de votre femme. Il va regarder la façon dont vous êtes habillé, quel type de marque vous avez. Donc, il va essayer de reconstituer un petit peu quelle est votre situation. Il va bien entendu doubler ça d'une observation de votre parcours. Il va regarder dans quel rayon vous passez, quel type de matériel vous regardez dans les rayons. Et ça aussi, vous pouvez le faire sur un site internet. Et immédiatement, il va émettre une hypothèse par induction. Il va induire de ce qu'il voit que votre situation est celle d'un senior, d'un homme senior, visiblement à haut pouvoir d'achat parce que vous êtes très bien habillé, et plutôt intéressé par les produits haut de gamme, mais regardant quand même les signes de réassurance, la charte qualité de l'enseigne, etc., etc. Et ça lui suffit pour prévisualiser ce qu'il peut vous vendre. Et il va entamer un dialogue commercial qui est déjà nourri de cette connaissance-là. Il va vous faire une recommandation produit. Je vois que monsieur est intéressé par les produits haut de gamme en 52 pouces. En ce moment, je ne saurais trop vous recommander celui-ci, etc. Voilà. Et bien, finalement, arriver à mettre des algorithmes inductifs dans une plateforme analytique sur le web, c'est finalement mettre un vendeur dans le magasin. C'est ce que nous faisons actuellement. La recommandation produit, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les technologies inductives ? Alors, les technologies inductives, encore une fois, comme je vous le dis, ne travaillent pas sur des données stockées. Donc elles ont un avantage incomparable, c'est qu'on peut voir émerger des tendances immédiatement. La détection de tendances est certainement
de singularité, l'émergence de mouvements forts en temps réel est certainement un des sujets intéressants. Nous travaillons dessus, bien évidemment. Je pense que d'ici la fin du mois de juin, on aura des choses à raconter sur ce sujet. Mais par exemple, j'imagine que sur les sites qui vendent des sweatshirts, le lendemain de la projection du premier épisode de Prison Break, on a vu apparaître tout à coup émerger les ventes de sweatshirts à capuche, alors qu'auparavant, c'était les sweatshirts à col-ras qui marchaient. Bon. Ce genre de choses, votre data mining classique peut vous le montrer au bout d'un mois, une semaine, etc. L'induction peut vous montrer ce qui est en train de se passer sur votre site de ce point de vue-là. D'ailleurs, l'induction en tire parti de ces émergences de singularité et de phénomènes forts, puisque un vendeur peut se tromper et les algorithmes inductifs peuvent se tromper. Donc, il faut absolument assortir ce type de processeur inductif d'une capacité d'auto-apprentissage toujours temps réel, c'est toujours le défi du temps réel, pour que l'application puisse tenir compte en temps réel de ses échecs, de ses succès, et recadrer au fur et à mesure sa recommandation produit. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des signaux faibles que peut repérer un vendeur en magasin. On constate quand même aujourd'hui une grosse différence entre le commerce physique et le commerce en ligne. C'est le taux de transformation qui est quand même radicalement différent. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui les technologies inductives permettent de faire augmenter radicalement le taux de transformation d'un site e-commerce? Alors bon, comme je vous le disais, on est en bêta-test. Notre premier client bêta-testeur, excusez-moi, je n'ai pas le droit de donner son nom, mais j'ai le droit de donner le secteur d'activité dans lequel il est. C'est pour ça que je vous parlais d'écran plasma 52 pouces tout à l'heure, et dans l'électronique grand public. Sur la dernière période, alors le site est suspendu parce qu'il a été changé, donc on est en train de réinstaller le site, mais sur la dernière période qui allait du 6 décembre à la semaine dernière à peu près, on était aux alentours de 18,65% d'augmentation du taux de conversion et à peu près 4,25% d'augmentation du panier moyen. Ceci dit, je mets un bémol immédiatement, mais vous verrez que c'est plus confortable dans ce sens-là que dans l'autre sens. Je mets un bémol, c'est un site qui n'est pas très volumique, premièrement, et deuxièmement, comme c'était notre premier bêta-testeur, on n'a pas géré 100% de son trafic, on a commencé par 10%, puis 20%. Ça veut dire que sur une base statistique d'une vingtaine, 25 commandes jour, le hasard peut encore venir expliquer ces bons résultats. Mais avec un client bêta-testeur, c'est quand même plus simple de venir lui dire tout va bien, mais c'est peut-être le fait du hasard, que on a de très mauvais résultats, mais c'est peut-être le fait du hasard. Bon, on attendra de voir les résultats définitifs. Merci beaucoup Jean-Luc Bernard. Et puis je vous invite tout de suite à aller déjeuner. Voilà.